Bon mercredi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Keita, on parle, bien évidemment, no shit, de l'Afrique, bien évidemment, c'est sûr. Mais là, on parle vraiment, l'Afrique dans sa globalité. Vous le savez, c'est le nouveau terrain des grandes puissances depuis plusieurs années maintenant. On parle souvent de la Chine, de la Russie, la France qui se fait de moins en moins aimer, les ressources naturelles, puis de ci, puis de ça. C'est un méchant une grosse partie de la boule, l'Afrique. Fait que, on va parler, c'est ça, des enjeux de la géopolitique, le lutte de pouvoir des grandes puissances sur cet immense continent de plus en plus populeux. Ce matin avec Keta En toute liberté. Salut Keta. Salut Zoé et salut, bonjour à tous nos spectateurs qui nous suivront aujourd'hui là, dans cette émission. Ouais, fait que, écoute, je te laisse aller. Je suis bien curieux de t'entendre un peu là-dessus. Bien évidemment, j'ai mon analyse d'Occidentaux qui n'a jamais été en Afrique de sa vie, mais qui aimerait ça y aller un jour. Mais c'est ça, tu connais pas mal plus le terrain. Fait que comment tu vois ça, justement? On en a parlé à quelques reprises dans nos derniers épisodes avec le Mali euh, et l'autre également aussi, à quel point justement différents pays, que ce soit justement les pays du Moyen-Orient, les pays européens, la Chine, la Russie, s'infiltrent, au moins jouent un peu dans le plate-bande, c'est comme leur terrain de jeu, quasiment un peu là, pendant un certain temps, même encore aujourd'hui, pour ce qui est du continent africain. Mais c'est ça, autant que chaque pays a comme sa diversité puis ses propres enjeux de leur côté, mais il y a bien des places que ça vient souvent, moi, un peu, là, autant de l'exploitation des ressources naturelles que repaiement de leurs dettes ou des trucs comme ça, aide militaire, aide financière, construction de bâtiments, etc. Oui, justement, comme tu le dis, c'est un sujet, même si on ne le dit pas le plus souvent dans les médias, sur les grands plateaux, mais c'est un sujet qui reste d'actualité en Afrique, au sein de la jeunesse africaine, et même dans la diaspora africaine également. C'est un sujet sur lequel les jeunes Africains réfléchissent, surtout cette nouvelle génération. Et l'autre fois, le plus souvent, on le dit que l'Afrique n'est pas au centre de l'actualité. Peut-être que tu l'as constaté si ce n'est pas quand il y a des événements comme des épidémies, des coups d'État, des crises de sécurité, crises sanitaires ou la famine, quelque chose comme ça. On essaie de montrer ça, et ceux qui viennent le plus souvent viennent comme sauveurs en fait des Africains, mais en réalité, il y a d'autres réalités qui sont, permettez la redondance, il y a d'autres réalités qui sont cachées derrière toutes ces actualités, en fait. Alors, pour commencer, il faut préciser que l'Afrique, déjà, quand on parle, c'est 54 États, dépendamment de quelle position on s'y trouve, peut-être qu'on dira 55, si on est pour l'indépendance du Sahara occidental, qui se réclame indépendant, et le Maroc n'accepte pas encore. Le Maroc considère comme si c'est une partie de son territoire, qui est le Sahara occidental. Donc, pour faciliter la compréhension, l'Afrique compte 54 États, et ces 54 États également, chaque État a également ses réalités politiques, culturelles, sociales. Tu vois? Donc, alors, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va essayer de parler de ces enjeux sécuritaires en Afrique, mais aussi le volet économique, parce que il y a beaucoup d'actualités quand même. Si on ne pourra pas tout parler, on ne pourra pas parler de tout ça aujourd'hui parce que c'est quand même beaucoup d'affaires. On pourra faire un symposium de plusieurs jours là-dessus, tellement il y a des sujets là. Exactement, exactement, tellement que il y a beaucoup d'affaires à dire là-dessus. Alors, si on prend sur le plan sécuritaire, toutes les puissances quand même internationales, toutes les grandes puissances étrangères sont occidentales comme orientales, si tu veux. Je vais parler de l'Asie du Sud-Est, notamment en parlant de la Chine, et puis de l'Asie orientale et un peu centrale-orientale, en parlant de la Russie, et puis même l'Ukraine, je voulais dire la Turquie, tous ces États essaient de convoiter quand même l'Afrique à prendre position sur ce continent. Et l'Europe et les États-Unis ne sont pas aussi comptés l'histoire. Et ils sont aussi très présents sur le continent africain. Sur le plan sécuritaire, si, comme on le disait, si on prend l'exemple sur le Sahel, comme tu le sais, qui fait couler beaucoup d'encre, d'ailleurs, dans les médias parlant du Mali, du Burkina, du Niger, le Grand Sahel aujourd'hui, qui est constitué de ces trois pays, au sein d'une communauté appelée l'AES, donc cette alliance des États du Sahel, composée de ces trois États qui fait l'actualité en ce jour, parce que juste que ces États,
dans un passé très récent, avait quand même abrité, notamment le Mali, toutes presque les forces étrangères sur son territoire, notamment la France et puis les autres États à travers les cartes bleues qui ont été envoyées par l'ONU, et puis l'Union européenne aussi qui était présente à travers la France, notamment à travers les forces Takuba et Barkhane. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi ces États sont présents sur le sol africain? Pourquoi ces puissances sont présentes en Afrique? Et du regard d'un occidental ou quelqu'un qui a de plus passé ça, qui lit davantage les médias euh, occidentaux, orientaux, mettons, venant même de la Chine, il ne faut pas oublier que CNN, je voulais dire CTG, CTG, là, c'est une chaîne quand même chinoise qui est aussi très suivie dans beaucoup de pays francophones et anglophones en Afrique. Et puis, on n'oubliera pas aussi Russia Today, RT. Euh, Al Jazeera aussi, autant que c'est plus dans le nord de l'Afrique que nécessairement au sud, mais quand même, ils ont un certain pouvoir en Algérie d'ailleurs et dans d'autres, en tout cas, plus l'Afrique subsaharienne puis l'Afrique du Nord surtout. Là. Justement, tu cites aussi Al Jazeera qui est très influent. C'est un groupe de presse qui est très influent aussi en Afrique, surtout l'Afrique arabophone qu'on appellerait autrement l'Afrique blanche. Alors, c'est une réalité sur le terrain et qui contrôle les médias, et comme on le dit le plus souvent en sécurité internationale, dont je suis spécialiste des questions, les guerres ne se gagnent la guerre ne se gagne plus sur le terrain, la guerre se gagne dans les médias, c'est-à-dire que dans les pensées. Celui qui maîtrise les médias maîtrise les conséquences et les résultats de la guerre. Alors, c'est ce qui se passe en réalité. C'est le contrôle du message. Puis on en avait déjà parlé dans nos premiers épisodes. C'est contrairement à l'image caricaturale de l'Afrique qu'on fait, autant qu'il y a encore beaucoup de tribus isolées qui habitent vraiment carrément dans des huttes encore aujourd'hui, malgré qu'il y a de plus en plus une partie de l'Afrique qui est industrialisée ou du moins qui est en développement. Mais malgré ça, un peu comme on le voit également en Amérique du Sud, en Amérique centrale, Amérique latine surtout, ben même dans des pays où c'est légèrement pas mal plus pauvres que, par exemple, des pays occidentaux où c'est qu'on se trouve présentement, la majorité de la population qui est jeune et si on aussi l'appelle la pyramide des âges en Afrique, c'est une très forte majorité de gens, ont justement des téléphones cellulaires, ont accès à Internet, voient beaucoup plus, sont beaucoup plus informés que la majeure partie des générations précédentes, le parent, le grand-parent, même chose pour notre côté, mais pour eux, c'est encore, je dirais pas que c'est pire, mais dans le sens que ils voient vraiment la réalité de tout ce qui se passe un peu sur leur territoire aussi, puis ils voient en temps réel ce qui se passe dans les différents autres pays du continent africain, ce que les grandes puissances font aussi, comme tu dis, avec les médias, l'interconnexion et tout. Fait autant que ça a avantagé les grandes puissances pendant longtemps, une forme d'ignorance africaine un peu, dans le sens que, tu sais, les seules choses qu'ils entendaient parler qui venaient d'extérieur de l'Afrique, souvent, c'était justement les grandes puissances avec leur information qui les amenait, mais à cette heure, ils peuvent voir ce qui se passe ailleurs sans intermédiaire, finalement. Oui, justement, en fait, alors, je vais essayer de placer ça parce que c'est très important ce que tu dis, en fait, le narratif. Et celui qui maîtrise les narratifs dans les médias maîtrise, en fait, les pensées de ses auditeurs et les pensées de tous ceux qui suivent l'actualité. Alors, comme on le dit en sécurité internationale, je le mentionnais en passant tout de suite, avant, il y avait que trois terrains classiques de la guerre. Il y avait le sol, la mer et puis l'air. Donc, c'était les trois terrains connus, mais de nos jours, c'est plus que ça. C'est parti jusqu'à 6 ou 7, dépendamment de quelle position on se trouve. Il y a la guerre cognitive, il y a la guerre cybernétique, il y a la guerre aussi des pensées des médias, il y a la guerre médiatique, la guerre de l'information. Puis depuis les dernières semaines en Moyen-Orient, il a vraiment rendu la guerre des Padgets. On est vraiment dans tous les styles à cette heure. Il n'y a plus rien qui n'est pas permis. Alors, c'est très important ça. Pour celui qui gagne la guerre, en fait, des médias, gagne vraiment la guerre parce que les médias sont suivis aujourd'hui. Quand on parle des médias, on parle même aussi, on inclut les réseaux sociaux parce que ce n'est plus ces zones classiques, mais les réseaux sociaux aussi en font partie parce que là, les médias passent très rapidement et les jeunes la jeunesse, notre génération est très
les informations qui passent là sont très accessibles par notre génération, vu que nous sommes à l'ère des smartphones, hein, la troisième génération de la révolution qui est la révolution de l'information. Donc, et c'est ce qui se passe, c'est dans l'Afrique qui est de plus victime aujourd'hui parce que elle a raté toutes les grandes révolutions, si tu veux. Elle a raté la première révolution, qu'on dirait la révolution classique, c'est-à-dire la révolution industrielle, et puis la révolution également, la révolution industrielle d'abord, et puis elle a raté aussi cette révolution informatique là, avec l'avènement de tout ça. Mais la troisième révolution, qui est cette dernière révolution aujourd'hui avec les réseaux, la nouvelle technologie, l'Afrique ne doit pas se faire compter. Et elle est victime de ça aujourd'hui, ce qui fait que le narratif qui se passe le plus souvent, l'Afrique est présentée toujours comme celle qui est victime ou celle qu'on vient aider. Mais par contre, derrière, il y a Celle qu'on utilise aussi. celle qu'on utilise également, et c'est ce qui d'ailleurs motive aujourd'hui notre entretien de ce jour si important, parce que l'Afrique, comme on le disait, en fait, le Sahel, par exemple, vous voyez, on dit le plus souvent que tu vois, la Russie essaie de venir parce que ce qu'il faut comprendre entre la relation entre la Russie et la Russie, sa présence en Afrique, en grande partie, c'est d'essayer de couper l'herbe sous les pieds de la puissance française. Parce qu'on est conscient d'une chose en sécurité internationale, on le sait, la France doit sa place, en grande partie, doit sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU par sa force, par ce qu'on appelle ses arrière-cours. L'Afrique, la précarité française en Afrique, c'est-à-dire ses anciennes colonies. La France a encore ce qu'on appelle l'emprise économique et sécuritaire sur ce pays parce qu'il y a au moins 14 États africains qui utilisent encore le franc CFA. Et le franc CFA, c'est la monnaie française, la monnaie fabriquée en France à Chamalières qui est distribuée à ces États. Donc ces États n'ont pas ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. Donc c'est la France qui décide ce que ces États doivent utiliser. Alors, pour rendre très facile la compréhension du fonctionnement du franc CFA, on prend juste un exemple. Si on est un pays qui est le Mali qui utilise le franc CFA, le Mali, un pays riche en or, veut vendre son or aux États-Unis. Donc, les États-Unis veulent acheter l'or malien à 100 dollars. Donc, les États-Unis, vu que les États-Unis, le dollar n'est pas convertible n'est pas convertible en fait en CFA. Donc, ce qui se passe, c'est les États-Unis, ces 100 dollars-là seront envoyés dans le trésor français. Dans le trésor français, seront déposés là-bas et la France prend 50 dollars et donne au Mali. Donc, les autres 50 dollars Ah, restent dans le. fait que la France sert d'intermédiaire, est comme l'intermédiaire commercial de toute la majorité de ces pays-là. Là. Exactement, exactement. Et les autres 50% restent dans le trésor français et pour garder ça pour le Mali, au cas où si le Mali s'est retrouvé dans une situation économique un peu. Il est pas censé, ils sont pas censés être rendus des pays indépendants, eux autres là. Tu sais, la colonisation, me semble, ça fait un bout de fini, là. Alors, c'est pourquoi on a dit Je t'agace, là, mais je sais que. que Euh, la première annonce de l'indépendance de l'Afrique, en réalité, dans les années 60, n'a jamais été une indépendance, sauf quelques peu de pays. Alors, les pays anglophones, quand même, sont en grande partie très indépendants. Et alors, ça aussi, le système colonial français et le système colonial anglais n'ont pas été les mêmes, parce que le système colonial français a été direct, c'est-à-dire que la France, c'est à travers les chefs des cantons français qui étaient placés là, même dans les villages, la France était fait représenter par des Français blancs. Donc, ça faisait que l'interlocuteur direct de la France avec les populations de base c'était des Français. Ça fait que les figures ancestrales, je voulais dire, toutes ces représentations des chefs de village et autres en Afrique francophone n'ont plus eu de valeur. Et c'est ce qui fait que la France a encore l'emprise sur ces pays francophones. C'est quelque chose de très important. Contrairement aux colonies anglaises, c'est que l'Angleterre a adopté ce qu'on appelle la forme indirecte, c'est-à-dire que l'Angleterre colonisait à partir de Londres. Et c'est les chefs de village, les chefs de région, des préfectures étaient dirigés par des Africains c'est à travers eux, ces chefs de village, que l'autorité anglaise passait pour passer le. Déjà, en partant, c'est plus brillant. Là. C'est parce que justement, là, même on dirait que c'est logique, là. Mais ça me fait penser, il y a un des jeux vidéo que j'adore beaucoup jouer, c'est un jeu justement de féodalité, c'est au Moyen-Âge, mais mettons, bien évidemment, dans ce jeu-là, tu crées des armées, tu conquéris des châteaux, des territoires, quoi que ce soit, puis tu peux installer un gouverneur pour diriger la ville ennemie que tu conquéris. Mais si, par exemple, la culture du gouverneur que tu choisis va avoir un impact sur la loyauté de la ville, comme par exemple, si tu prends un gouverneur, mais qui a la même origine que la population que tu diriges,
ben, ça va être moins pire, tu sais. Mais si tu prends un gars de ton bord pour le mettre dans la ville ennemie, que c'est pas la même culture, ils l'aimeront pas. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là. C'est assez logique, là. Exactement, c'est cette méthode que la France a utilisée et ça a en fait coupé ces Africains francophones de leurs racines africaines et même linguistiques. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça, c'est très, on le dit, mais en termes quand même d'aliénation culturelle, il faut oser employer les termes. En termes d'aliénation culturelle en Afrique, je crois que l'Afrique francophone est de plus aliénée et coupée de ses racines africaines que l'Afrique anglophone. Et ça fait mal même d'appeler ça francophone, Même anglophone. allemande et belge aussi, parce que c'est ça. C'est un peu ça qui est le problème. Mm. Ils se sont créés ils se sont eux-mêmes tirés dans le pied, puis ils vivent avec les conséquences des actes historiques qu'ils ont faits. Mais comme tu le dis, contrairement à, mettons, ceux on appellerait, ce que certains appelleraient les méchants, là, tu sais, la Russie, l'Iran, la Chine, que mon but, c'est pas des endosser, c'est pas des enfants de cœur, ces gens-là, puis c'est loin d'être mes amis. Mais tous ces pays-là qui sont, comme dire, le bloc opposé officiel de ce qu'on entend toujours aujourd'hui, ben, tous ces pays-là n'ont pas colonisé l'Afrique. T'sais, la Russie ne l'a pas fait, l'Iran, bien évidemment, ne l'a pas fait, la Chine non plus, malgré qu'elle commence à le faire de sa manière depuis les dernières années. Toutes les grandes puissances qui ont fait, c'est majoritairement des puissances européennes, comme tu dis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique. Je pense que j'en ai pas oublié d'autres. Là. Je ne penserais pas, parce que je sais que les pays latins ne l'ont pas fait. Le Portugal et l'Espagne. Ah, Portugal et l'Espagne aussi un peu. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont comme. Ouais, l'histoire est comme dans votre dos là-dessus. Là. Vous avez comme pas le choix de régler ça, ou du moins de dealer avec les conséquences de tout ça. Là. Bon, tu plantes vraiment le décor très bien. Alors, c'est ça, hein, et c'est ce qui fait que dans la jeunesse, au sein de la jeunesse africaine, se pose la question, c'est qui le méchant en fait le plus souvent quand on parle de la Russie, on parle de la Chine. Pour un Africain qui a étudié son histoire, il s'est dit non, moi je ne connais pas la Russie comme méchante parce que déjà, La Chine non plus, c'est ça. exactement, elle ne m'a bon, ça c'est le regard d'un Africain, elle ne m'a jamais esclavagisé, elle ne m'a jamais colonisé. Là. Donc du coup, si la Russie est méchante, elle est méchante pour vous, mais pour moi, elle ne m'a rien fait, tu vois. C'est ça. Donc, Ben, d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais d'ailleurs, on s'en rappelle durant, ben, je pense qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, quand on était en plein cœur de la guerre en Ukraine, avant même que l'histoire avec Israël puis Gaza commence, il y avait une rencontre, je pense, je ne sais pas de quelle organisation mondiale, en Afrique du Sud, où c'est que Vladimir Poutine devait se présenter. Là, toute la communauté mondiale occidentale était comme là, l'Afrique du Sud, il faut qu'il arrête Poutine, c'est un criminel de guerre, puis de ci, de ça. Puis tu avais, je pense, je ne sais pas si c'était le premier ministre ou le président sud-africain qui s'est dit non, non. Il va venir ici, il va faire ses affaires, puis la communauté internationale, là, en gros, c'était comme fuck you, là, dans le sens, parce que, tu sais, l'argument qu'il donnait, puis c'était pas fou, parce que justement, il dit, je pense que c'était une histoire de l'ONU, là, tu sais, faut le mettre à la Cour des crimes internationaux pour ça. Puis je pense que, je vais pas paraphraser ici, mais je pense que le président sud-africain avait dit, ouais, mais vous-même, les Américains, vous êtes même pas, vous appuyez même pas, vous reconnaissez même pas l'autorité de cette cour-là parce que vous savez que si vous embarquez, ben, les procès finiront pas à la quantité de crimes que vous avez fait. Fait que vous êtes une gang d'hypocrites. Fait que fuck off, on l'arrêtera pas, Poutine. Fait qu'il y avait, ça fait une des premières fois que j'avais vraiment vu une réelle opposition venant de certains leaders africains face à la puissance occidentale qui n'a même pas peut-être 20, 30, 40 ans. On n'aurait jamais pensé à ça. Là. oui, justement, tu as raison. En fait, c'était pour le sommet des BRICS, en fait, Ah, dont c'est ça, c'est le BRICS, c'est ça. exactement, et dont la Russie est membre, et puis Poutine devrait prendre part. Et vu qu'il y a la Cour pénale internationale qui a lancé le mandat d'arrêt contre Poutine pour crime contre l'humanité, donc si Poutine se rendait dans un pays membre qui a signé, qui a ratifié en fait ce pacte de Rome, en fait, qui a statué la Cour pénale internationale, cet État a tout le droit d'arrêter Poutine et le livrer à la Cour pénale internationale. Et la Sud-Afrique étant signataire quand même de ce pacte de Rome, a tout le droit d'arrêter Poutine, mais sauf que les Sud-Africains, justement, comme tu le dis, quand la communauté internationale, notamment les États-Unis et l'Union européenne, demandaient à l'Afrique du Sud d'arrêter Poutine si toutefois Poutine s'y rendait au sommet, ben, l'Afrique du Sud a dit, mais écoutez, vous traitez Poutine de criminel de guerre pour crimes contre l'humanité, mais vous, les États-Unis, est-ce que vous êtes conscient de tout ce que vous avez fait au Moyen-Orient, Proche-Orient, et puis dans un passé très récent, en Libye également et tout. Donc, du coup, si Poutine, nous, il peut venir ici, personne ne l'arrêtera. Mais bon, en fin de compte, Poutine ne s'est pas déplacé pour ne pas aussi créer des tensions diplomatiques entre la Russie et le Sud-Afrique, parce que s'il se déplaçait là-bas, peut-être qu'il y aura tellement de pression sur l'Afrique du Sud qui n'est pas à ce point aussi indépendant vis-à-vis
des États-Unis, indépendante plutôt vis-à-vis des États-Unis sur le plan économique et énergétique. Donc, ça fait que l'Afrique du Sud se verrait dans l'obligation peut-être de faire quelque chose, même pas arrêter Poutine, parce qu'il ne faut pas quand même se mentir, on ne va pas arrêter Poutine comme si on arrêtait Keïta dans un aéroport. Donc, du coup, pour ça, Poutine est resté chez lui. Alors ça, c'est l'un des exemples que tu as donné qui approuve à suffisance combien de fois et les puissances étrangères en Afrique se font quand même le théâtre. Et le cas malien aussi est un exemple. Tu vois, quand les terroristes ont commencé à envahir le Mali, tout le monde, la France était venue en rescousse. Il faut reconnaître quand même qu'en 2012, à l'époque, n'eût été cette intervention française, peut-être que le Mali serait dans un autre état aujourd'hui, mais on se pose la question. Alors oui, la France est intervenue pour stopper le terroriste, mais qu'est-ce qui s'est passé avant que ces terroristes ne prennent aussi la force comme ça et face aux militaires maliens qui ne pouvaient plus résister? Et qui a armé ces terroristes? Et c'était quoi le deal quand on armait ces terroristes, étant donné que les États-Unis avaient formé quand même plus de 5000 combien de personnes, des militaires maliens les États-Unis avaient formé au compte de Africom, qui avait quand même pour mission de stopper ou de lutter contre le terrorisme dans le Grand Sahel. Et quand les terroristes ont commencé, après la chute quand même de colonel Kadhafi, on sait tout le monde que c'est Africom, justement, c'était la première intervention d'Africom d'ailleurs sur le territoire africain, quand Africom a commencé cette opération, et puis l'OTAN a pris le relais pour exécuter. C'est ce qui a amené à la chute de Kadhafi, c'est tout ce qui a provoqué avec plus de 4000 armes disponibles sans autorité réelle qui pouvait gérer ces armes-là après la chute de Kadhafi. Donc c'est les Touaregs indépendantistes et puis les terroristes défaitistes également qui ont chuté après la chute de Kadhafi plus tôt, se sont emparés de ces armes-là. Et ces islamistes et puis les Touaregs indépendantistes au nord du Mali se sont ligués maintenant contre l'État malien, et c'est à partir de ce moment, alors c'est là le jeu devient très important. Parce que les Africains, les militaires formés par les officiers américains, ils ont été formés pour justement lutter contre le terrorisme. Mais sauf que quand le terrorisme a commencé en 2012, ce sont ces mêmes militaires qui ont été formés par les officiers américains qui, soit ont rejoint le rang de ces terroristes pour combattre l'armée malienne, ou soit ont déposé les armes et n'ont pas combattu. Et d'ailleurs, la chose la plus surprenante dans cette histoire, c'est Amadou Sanogo qui avait fait le coup d'État à l'époque en 2012 contre le président Ibrahim Boubacar, c'est Amadou Toumani Touré au Mali, vu que les terroristes avaient pris tellement d'ampleur, là, il a fait le coup d'État. Et puis, quand il a pris le pouvoir, lui-même, c'était un exemple, comme il était reconnu comme étant l'un des bons élèves de ce mouvement Africom qui a été formé, non seulement à Chicago, dans des grandes écoles américaines. Et dès son retour, il a fait le coup d'État. Et c'est à son temps, là, pendant sa période-là, que le Mali presque a été divisé en deux. C'est-à-dire que les terroristes avaient totalement occupé toute cette grande partie du nord du territoire jusqu'à la porte de la capitale vers le sud, Bamako. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui est l'élève des États-Unis, et c'est ainsi que la France a débarqué, parce que les Français avaient été appelés quand même pour essayer de stopper. Non, les Français étaient appelés pour fournir des informations, mais vu l'avancée des terroristes, idéalement, les autorités maliennes n'avaient plus de force, fait que les militaires ne tenaient plus face au corps de terroristes qui étaient aussi soutenus par d'autres militaires venus de ce mouvement Africom formé par les Américains. Donc les Français sont intervenus sur le sol. En moins d'un mois, ils ont récupéré tout le territoire presque vers jusqu'au nord. Alors, et beaucoup se disent, ouais, ils sont venus aider le Mali. C'est vrai qu'ils sont venus aider le Mali, mais sauf que les études ont prouvé que, vous voyez, au-delà du fait que les Français viennent aider le Mali pour ne pas que le Mali tombe dans les mains des terroristes, c'est là l'avantage aussi. Non seulement c'est bon pour le Mali, mais c'est bon aussi pour l'Europe. C'est pourquoi on s'est dit que c'est un jeu d'intérêt le plus souvent. Parce que imagine qu'un territoire, un pays comme le Mali qui se trouve, d'ailleurs c'est le pont entre l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Sud-Afrique, c'est-à-dire le sud du Sahara. Le Mali, partie qui appartient à l'Afrique du Nord et une autre partie qui appartient au sud du Sahara, c'est-à-dire l'Afrique noire qu'on appellerait pour faciliter la compréhension. Celui qui contrôle ce vaste territoire
qui a des vastes territoires désertiques, c'est lui qui contrôle tout ça, contrôle en grande partie la sécurité de l'Europe qui se trouve à quelques portées de main des tirs de missiles. Imagine que un tel territoire tombait dans les mains des terroristes, mais la France, l'Union européenne, l'espace de l'Union européenne plutôt, sera à portée de main de ces terroristes-là. Et c'est ce qui d'ailleurs explique aussi le fait de l'hostilité ou de l'opposition de la France à ce que ces territoires ou ces pays tombent dans les mains de la Russie. Parce que la Russie, en fait, a réalisé quelque chose que la France doit sa puissance, on le disait tout de suite, doit sa puissance par ses anciennes colonies africaines. C'est-à-dire qu'après la chute du mur de Berlin en 89, 90, donc les États-Unis, maintenant, on était dans un monde unipolaire. Là. Les États-Unis se sont présentés comme gendarmes du monde avec des bases militaires partout. Et la France, il a été confié à la France à l'époque quand même de contrôler cette zone africaine. Donc la France a fait pour mission de stabiliser, en fait, de contrôler de façon sécuritaire et économique pour défendre les intérêts économiques de non seulement la France, elle, mais aussi de l'Occident en général. Et si laisser la France alors, laisser ces territoires tomber dans les mains de la Russie, c'est comme si la France a échoué en fait sa mission. Et échouer sa mission, ça voudrait dire que la France, même au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, n'aura pas cette force, n'aura pas cette représentation, n'aura pas ce respect. Parce que là, ce pourquoi elle devait sa place là au sein du Conseil de sécurité, elle n'arrive plus à assumer cette responsabilité. C'est ce qui explique l'opposition de la France à ce que ces territoires tombent dans les mains de la Russie. Et au-delà, si le Mali arrivait aujourd'hui à être un territoire totalement acquis à la cause russe et que la Russie récupère ce terrain-là, imagine que demain, le monde se trouvant dans une grande mutation sécuritaire, qu'une guerre éclatait entre l'Occident et la Russie, le Mali pourrait être dans ce cadre-là une base arrière pour la Russie. Et l'Europe se trouverait à portée de main. Imaginons, on va juste essayer de l'imaginer, que la Russie arrive à déloger, à délocaliser certaines de ses réserves de bombes, disons, des armes atomiques sur le territoire malien ou sur le territoire burkinabé qui se trouve juste à quelques portées des mains de l'Europe. Et il suffirait juste qu'il y ait quelque chose. Beaucoup de territoires européens, c'est quelques minutes de lancer pour la Russie pour les atteindre et pour les anéantir. Là. Vous voyez. Et c'est ce qui explique d'ailleurs dans la Corne de l'Afrique, on a ce territoire qu'on appelle Djibouti. Et Djibouti, aujourd'hui, est devenu ce point stratégique très important parce qu'il faut savoir que 30% du commerce international passe par ce canal de Bab el-Mandeb, qui est le canal qui sépare l'Afrique du Moyen-Orient. Et donc, cette partie-là, Djibouti, se trouvant juste à 29 km de Yémen, Yémen qui se trouve sur le continent, sur le territoire asiatique, c'est-à-dire sur le continent asiatique. Et puis, Djibouti se trouve en Afrique. Donc, Djibouti fait un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie en même temps. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, on a 8 grandes puissances internationales qui ont leur base militaire sur ce territoire-là. On dira toujours que ces puissances viennent pour aider l'Afrique, mais en réalité, il y a autre vérité qui est cachée là derrière. Cette vérité, c'est que ces États viennent d'abord pour sécuriser leurs intérêts économiques et sécuritaires. Parce que la Chine, aujourd'hui, qui a plus de 400 hommes, c'est-à-dire 400 militaires dans sa base en Djibouti, c'est-à-dire il faut savoir que Djibouti, c'est la première base militaire chinoise à l'extérieur de la Chine. La première base militaire, ça explique, et ça c'est sur le territoire africain. Et la France a sa base militaire là, le Japon a sa base militaire, toutes ces puissances, les États-Unis, on n'en parle pas. Les États-Unis ont aujourd'hui la France a plus de 1500 militaires positionnés aujourd'hui sur le territoire djiboutien. Et puis la France également, les États-Unis ont plus de 4000 et la Chine aujourd'hui 400. Donc, ça explique tout l'enjeu sécuritaire de cette zone parce que et 70% d'ailleurs des marchandises ou de l'économie des marchandises qui sont transportées vers l'Europe passent par ce canal-là. Donc, tu vois, c'est vraiment de sécurité économique d'abord que de l'aide. Là. Dernière question que je te poserais là-dessus. Écoute, on peut faire avec des si, on peut mettre père en bouteille, comme ils disent, là, avec des mêmes quoi que ce soit. Mais
dans l'éventualité, parce que là, on s'entend que le terme Troisième Guerre mondiale, disons, revient de plus en plus dans le discours depuis quelques années. Certains diraient que justement, une élection de Kamala Harris ou un gouvernement démocrate ne ferait qu'accentuer ce risque-là d'un nouveau conflit mondial sans précédent. On le voit, ce qui s'intensifie présentement entre l'Iran et Israël. Autant qu'on voyait, tu sais, on a grandi à une époque pendant plus de 70, proche 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, tu sais, que il y a bien des parties du monde que ça a été quand même ignoré. Tu sais, on pense à l'Amérique latine, on pense justement à l'Afrique, qui a été, à part oui, il y a eu il y a eu quelques conflits en Afrique du Nord contre Rommel, puis les Britanniques et quoi que ce soit, mais ça n'a pas été plus loin que là, tu sais. Mais là, dans un potentiel, justement, nouveau conflit mondial comme ça, ben justement, là, pour vrai, l'Afrique pourrait justement être autant qu'il y a des nations qui vont sûrement rester neutres comme c'est arrivé par le passé, mais ça se peut que pour certaines décident de prendre part. Fait que je te pose la question, autant que c'est ça, on peut jamais être certain, mais dans l'éventualité, mettons qu'on prend le truc, l'alliance classique de ce qu'on dit, c'est que mettons la Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, en tout cas les principaux, Afghanistan, parce que c'est rendu talibans, en tout cas, ce regroupement de pays-là décide de faire un genre de bloc et part en guerre contre, par exemple, les forces occidentales, l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc. Ben, j'ai le feeling que si l'Afrique décide de s'engager, en tout cas les différents pays africains, ça va se diviser pas mal parce que j'ai l'impression que autant que ça me surprendrait qu'une très forte majorité se tourne vers la Chine, mais que ça se fasse un genre de moitié-moitié ou que ça se déchire entre, mettons, les États plus au nord ou ceux qui sont plus sur la côte est africaine, plus peut-être plus favorable à la Chine et d'autres peut-être plus favorables occidentales. Fait que ça peut peut-être que, en tout cas, je suis curieux de t'entendre ton analyse là-dessus, mais il y a peut-être une possibilité que l'Afrique se divise en deux si jamais ça arrive. À moins que je me trompe, peut-être me corriger. La question, elle est vraiment, elle vaut son pesant d'or parce que, tu sais, ouais, je le disais pour commencer, l'Afrique, c'est un continent dans son ensemble, mais c'est une mosaïque des cultures, des Mm. peuples. Chaque État a ses politiques intérieures qui sont de plus orientées, qui sont de plus et ces politiques étrangères également qui sont définies par ces politiques et ces intérêts intérieurs là. Donc, pour répondre, c'est ce qui m'amène à répondre à ta question. Oui, si y a un affrontement aujourd'hui, disons qu'il y a une guerre internationale qui s'éclatait, il y a de fortes chances que beaucoup d'États africains, les États africains n'arrivent pas à s'accorder sur une position à prendre, étant donné que chaque État a sa position, a ses intérêts économiques nationaux à défendre. Et pour cela, je suis tenté de dire que beaucoup d'États africains aujourd'hui, pour être honnête avec toi, seront quand même tentés à aller vers le contraire de l'Occident, que ce soit maintenant vers la Chine, que ce soit tout État qui se... D'ailleurs, la guerre aujourd'hui russo-ukrainienne montre l'exemple palpable de cela. Les États africains, dans leur grand ensemble, sauf quand même quelques-uns ont soutenu les sanctions contre la Russie, mais la grande majorité des États africains se sont abstenus. Des pays qui ont soutenu la sanction contre la Russie, on pourra citer la Côte d'Ivoire, et des pays qui ont plutôt voté contre la sanction contre la Russie, on pourra citer aussi le Mali. Et tu vois, là, à partir de là, il y a deux pays africains déjà qui n'ont pas les mêmes positions. Le Mali qui s'oppose aux sanctions contre la Russie et la Côte d'Ivoire qui vote les sanctions contre la Russie. Et les autres États se sont abstenus, beaucoup d'États africains d'ailleurs. Donc, Oh, ouais. si une guerre arrivait à éclater aujourd'hui entre l'Occident et une autre puissance ou un autre pôle international, je suis quand même convaincu de dire que parce que les Africains, en fait, sont dans cette logique qu'ils appartiennent à ce Sud global, même si le Sud global reste encore un terme à discuter pour essayer de décanter, parce que, et comme le disaient bien évidemment des spécialistes sur la question du Sud global, il n'y a pas de Sud global homogène. Le Sud global, il est hétérogène. Là. C'est que une Chine qui se déclare appartenant du Sud global et un pays comme Guinée équatoriale qui se réclame aussi du Sud global. Et en termes de puissance économique, militaire et tout, ces deux pays, on ne peut pas les mettre dans le même panier. Donc le Sud global est quelque chose à débattre, même si le Nord global également, pour parler de l'Occident dans son ensemble, est un peu à discuter, parce qu'il y a des États comme
les États-Unis ne pourront pas être mis dans le même bol que l'Ukraine et puis ou d'autres puissances, d'autres États. Là. Donc, alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Si il arrivait aujourd'hui qu'il y a un conflit international entre des puissances étrangères, je suis quand même convaincu de l'idée que à, à l'image de tous ces exemples que je viens de donner, je suis convaincu également que tu vois, la littérature est d'accord avec nous et même les données sont vraiment d'accord avec nous que les pays africains, à défaut de s'abstenir, seront davantage du côté de la partie qui sera opposée à l'État occidental. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui le conflit israélo-palestinien également. On voit tout de suite le discours des États africains qui demandent le plus souvent, même si dans l'ensemble de la communauté internationale, on demande le cessez-le-feu, et puis on demande l'Israël d'arrêter, mais les États africains pensent, et ça, je pense que ça vient souvent des conséquences ou des imaginaires en fait de la colonisation parce que c'est grand, tous ces États du Sud global ont en grande partie été colonisés et s'ils ont été colonisés, ça a été fait par des pays qui font en grande partie font partie aujourd'hui du système qu'on appellerait occidental. Donc de ce regard-là, quand les États africains voient un autre État face à ces États occidentaux, en grande partie, ils sont tentés de dire que, OK, cet État est victime de la même chose dont on a été victime il y a des moments. Donc, on va être solidaire à ces États-là. Donc, tu vois, c'est un peu cette idée qui est dans la tête de beaucoup de pays africains. Pour répondre à ta question, je suis vraiment convaincu que l'Afrique se diviserait en deux pôles si un conflit éclatait entre deux puissances aujourd'hui. Et l'Afrique, la grande partie des États, la grande majorité des États africains supporterait dans ce cas de figure-là l'État qui sera en face de l'État occidental en conflit. C'est ce qui fait peur parce que autant que on le voit au niveau des populations, beaucoup plus vieillissantes dans les pays riches, autant que d'un côté, oui, les pays occidentaux ont la technologie, mais l'Afrique a la jeunesse et a aussi beaucoup, 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 beaucoup de monde. La quantité, c'est ce qu'on appelle le manpower, là, si tu sais, je pense que même la Chine l'a compris, là, tu sais, dans un potentiel conflit que justement, le tournant, la quantité de justement, là, tu sais, ce qu'on appelle en anglais military age men, là, tu sais, des jeunes hommes en âge de combat, on parle encore autour de entre 18 et 25 ans, quelque chose comme ça, tu sais. Il y en a des tonnes et des tonnes de tous ces pays-là. Donc, bien équipé puis bien géré, peu importe de quel côté tu vises tu armes ces gens-là pour les viser vers quelqu'un, ça, même avec une technologie extraordinaire, c'est un peu comme c'est ce qu'on appelle un terme dans le terme du monde du gaming, on appelle ça du zerging. Pour ceux qui connaissent les jeux de StarCraft, ben c'est à force. En fait, c'est un peu la stratégie aussi de la Russie pendant longtemps au niveau militaire. Là. Vraiment, la stratégie une fois en Afghanistan, c'est que c'est vraiment t'envoies du monde, t'envoies du monde, t'envoies du monde, puis tu fais juste renverser l'ennemi à force d'envoyer trop de monde. Même si t'en perds, t'en fous. Tu fais juste zerger, tu fais juste justement overwhelm les défenses complètement à force qu'il y en a juste trop. Là, tu lances tout le spaghetti au mur en espérant que ça marche finalement. Là, overwhelming force, comme ils disent. Ouais. Mais écoute, c'est inquiétant. Puis regarde, autant on a trop longtemps, j'ai l'impression qu'on a regardé l'Afrique de haut, mais de plus en plus, je pense que ne pas s'en soucier ou de ne pas avoir de bonnes relations avec les pays africains, même si on se dit, ils sont encore en voie de développement, sont plus pauvres que nous autres, c'est loin de chez nous. Ben, sur le long terme, c'est peut-être préférable de le faire parce que justement, tous ces gens-là, au nombre qu'ils sont, vous ne voulez pas les avoir à dos. Là. Surtout pas backés par une puissance comme la Chine ou ailleurs qui, proche de du jour au lendemain, se virer contre nous autres. Là. C'est pas. C'est mieux avoir des amis que des ennemis. En gros, c'est pas ça la logique de toute l'histoire. Là. Alors, si je vais vraiment terminer sur ce point-là, c'est très important ce que tu es en train Oui. de dire. Et moi, j'ai dit le plus souvent, quand j'ai l'occasion de discuter avec certains amis internationalistes ici au Canada, je les fais comprendre, c'est vraiment peut-être de mal maîtriser en fait les questions de géopolitique et géoéconomique internationale pour dire au Canada, on est très loin de l'Afrique ou que l'Afrique, c'est pas trop. Franchement, l'actualité, si on s'intéresse un Canadien qui s'intéresse vraiment aux questions de diplomatie, de relations internationales et de coopération économique et militaire canadien comprendrait qu'en Afrique, le Canada est très présent.
Le Canada est présent et a même signé des accords avec beaucoup d'États, des accords de partenariat économique avec le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'États. Et le Canada a investi vraiment des millions de dollars et, en Afrique et puis sur le plan militaire également, sur le plan sécuritaire aussi, la formation des polices, la formation aussi des militaires sur le terrain. Le Canada est très très présent parce qu'il ne se fait pas le Canada ne se fait pas quand même compter, ne se laisse pas en marge de cette histoire de l'Afrique. Et pour terminer sur le point de nombre de la puissance, de nombre de la population, c'est très important. Et si tu regardes la Russie, tous ces États ces nouveaux États qui veulent rentrer dans le cercle qu'on appelle en sécurité internationale le cercle des 8, c'est-à-dire le cercle des 8 puissances nucléaires, là, les deux États qui veulent rentrer, notamment l'Iran et la Corée du Nord, si tu remarques, la Russie est derrière ce programme-là. La Russie en a été beaucoup dans le programme nucléaire militaire de ces États-là. Et justement, c'est dans ce cadre-là. La Russie veut que demain, s'il arrivait qu'il y ait une guerre entre elle et des puissances occidentales, que ces États soient au moins solidaires à la puissance russe pour dire, OK, si on a aujourd'hui l'arme nucléaire, la Russie a été beaucoup pour nous. Donc, on soutiendra d'ailleurs la guerre russo-ukrainienne. L'Ukraine, tout le monde sait que ce n'est pas un secret que l'Iran et puis la Corée du Nord fournissent aussi des armes à la Russie pour quand même rendre la monnaie un peu à la Russie pour son appui à leur programme nucléaire. Et justement, également, il y a eu un accord qui a été signé récemment entre la Russie et puis le Burkina Faso pour le développement du système nucléaire civil pour l'électricité. Et il faut savoir que souvent, ça commence par ça, pour le programme civil. Et puis après, il faut juste essayer d'enrichir l'uranium à quelque chose de 90%. Dès que l'uranium est enrichi à 90%, cet uranium devient automatiquement maintenant nucléaire militaire. Dès qu'on enrichit l'uranium civil à 90%, ça devient militaire. Donc, military grade, qui appelle ça. Military grade uranium, ouais. Exactly, that's it. So, si on minimise cela, que ce contrat passe entre la Russie et puis le Burkina Faso dans les décennies à venir également, on verra qu'il y aura aussi à ce niveau aussi des armes nucléaires militaires bien opérationnelles. Donc, c'est pour dire que oui, la Russie est en train de se préparer pour ce futur conflit qui pourrait éclater entre elle et puis l'Occident. Écoute, on aime bien finir sur des notes positives, mais des fois, c'est comme ça que ça finit de même. Ouais. Mais sérieusement, ça porte à réfléchir fortement. Puis écoute, tout ça, encore là, je le répète, pour tous ceux qui pensent que la géopolitique est plate, là, au contraire de cet incite, c'est plus intéressant que jamais pour les analystes comme nous autres, moins pour les populations en général. On aimerait plus. On préfère un monde plus calme, que moins de monde se lance des couteaux à couteau tirés, autant que c'est moins le fun pour nous autres, mais au moins niveau sécurité, puis au niveau paix sociale, c'est bénéfique pour la planète au grand complet, mais en tout cas, on s'en va vers des années assez spéciales, mais je pense que c'est ça, la leçon, c'est la leçon de l'épisode, c'est bien ne pas sous-estimer l'Afrique et de la prendre en considération de plus en plus, parce que c'est ça, si vous en occupez pas, comme dirait l'autre, quelqu'un d'autre va s'en occuper, puis on voit qu'il y a déjà d'autres puissances qui ont déjà commencé, fait que c'est ça, il est pas trop tard, mais disons qu'il faut commencer tout de suite, là, parce que là, à un moment donné, on va être vraiment trop tard, fait que c'est pas mal Ouais, ça. ouais. Écoute, Keta, merci beaucoup. Super intéressant comme à chaque semaine. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, mon ami. À la prochaine. Merci, merci, c'est gentil et bonne soirée à toi. Yes, bye bye.